Bonjour et rebonjour, parce que ça a tourné un petit peu entre le conte et le démarrage de la battle. Ce que je voulais vous dire avant de les laisser démarrer, c'est que c'est pas une ouverture officielle, c'est une inauguration. Donc j'ai fait des gâteaux, ils sont au bar et ils sont offerts, donc n'hésitez pas à goûter et à revenir dans 10 jours pour les acheter. Alors bonjour, bonsoir. Donc je vais vous dire en deux petits mots en quoi consiste une battle de poésie, puisque peut-être que certains ou certaines n'ont pas assisté. En fait c'est un duel donc, entre deux champions, donc voici les champions. Donc moi je suis l'arbitre, donc je suis très très objective. Donc ça consiste en fait en exercice poétique donc, que je leur impose, donc en direct. Il y a aussi un grand moment qu'on appelle donc les défis, c'est-à-dire que voilà, à peu près un mois, ils se sont envoyés chacun un défi poétique à relever. Et à la fin bien sûr de la battle, l'arbitre que je suis décide qui gagne. Voilà. Donc je rappelle donc Arnaud Le Gonfleck, Hervé Léouette. Donc ils sont ennemis. Là. Ça se voit. Donc le thème c'est les phrases de la Lune. Parmi les 3 mers, vous savez que donc sur la Lune il y a des mers, MERS, vous allez choisir parmi la liste donc, que je vais vous donner, chacun 3 noms de mers. Après je vous dirai que faire avec. Alors il y a la mer du serpent, mer de la connaissance, mer des crises, mer de la fertilité ou mer de la fécondité. Alors, donc chacun, vous allez devoir, pour chaque mer choisie, écrire un haïku, petit poème japonais, un haïku évoquant avec nostalgie donc chacune de ces 3 mers, et en y associant obligatoirement soit Tintin, soit Armstrong, soit Cyrano, soit Jules Verne, soit un loup-garou, et accessoirement quelqu'un que vous choisissez. C'est bien sympa, mais enfin... Donc regardez-les quand même un peu, parce que c'est très rare de voir des poètes à l'œuvre. Hein. Ça écrit. L'océan n'est plus à cet endroit de la Lune, ô Bachibouzouk. Donc on reconnaît Tintin. Tintin, ouais. Et quelle mer alors, puisque c'est... L'océan n'est plus à cet endroit de la Lune, ô Bachibouzouk. C'était la mer des humeurs, quoi, à cause de l'humeur du capitaine. Ah, du capitaine. Ah, oh. Ouais, Arnaud. Fumée sur la Lune, le capitaine Haddock fume sa pipe d'écume. Bah, c'est la mer d'écume. Hein. D'écume, ouais. La mer des écumes. Voilà. Alors j'ai fait un haïku français du XVIIe siècle. Qu'importe le haïku qui me sort par le nez, je préfère un bon verre à la sérénité. C'est pas mal les haïkus du XVIIe siècle à la française. Donc la référence au XVIIe siècle, c'était donc Cyrano, ouais. Le nez. Voilà. Ouais. Et les Alexandrins. Bah oui. Ils sont pas du tout haïkus, non. Avec casque. Non. Alors, Armstrong. Ouais. Armstrong sur la Lune, mer de la sérénité, joue de la trompette. Ouais. C'est beau. Ouais. Merci. C'est beau, hein. Il y a plusieurs Armstrong, quoi. Bah oui. Sinon, j'ai hésité avec le Lance Armstrong. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu aurais fait? Bah, il fallait faire un truc sur le dopage, mais ça marchait pas. Si, mer du nectar, mais c'est Ah, pas mais oui, celle-là mer que du j'avais nectar. choisi. Ah, voilà. Ou alors mer des vapeurs. Ah oui, vers des vapeurs. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, sur la mer des ondes, on entendait autrefois Armstrong faire un pas. Ah oui, oui, bah là tu mêles les deux aussi. Ouais.
Amour et bisous, mère de la fécondité, Tintin et Milou. Ah non. Bon alors apparemment c'était un petit peu compliqué. Bah c'est dur. C'est dur. C'est les haïkus, c'est dur. C'est vrai que le haïku c'est dur. Alors maintenant on va leur proposer donc un duel. C'est-à-dire que chacun défend un point de vue argumenté. Et donc ça crée un poème collectif. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va défendre un point de vue en 2 vers. Théoriquement c'est en octosyllabes, mais peut-être que cette fois-ci on a encore... Enfin des alexandrins. Ah bon, bah alors cette fois-ci on fait des alexandrins. Et donc l'autre lui Alexandrin de répond en 2 Glucidab. vers. Mais tout doit... Enfin ils doivent s'arranger pour que ça rime. Et ils s'arrêtent quand ils ont la réponse ou quand c'est fini. Voilà. Donc la question que je leur pose, c'est est-il préférable de vivre à l'est de la Lune ou dans la Lune? À l'est de la Lune. Ah. Bon bah l'exercice est Le terminé. débat est clos. Tu commences ou je commence? Pour lancer. Ça y est, alors Hervé commence à répondre. C'est des décasyllabes quoi. Ça, j'ai pas fait exprès. Non, c'est très bien. Alors j'ai fait, bon, voilà, pour lancer le débat. Quand on est à l'ouest, on est dans la lune, et je m'y plais fort sans savoir pourquoi. C'est bien construit. Ah, ouais. Alors ce sont Ah non, ça va être de la poésie rigoureuse. Hein. des décasyllabes. Quand on est à l'ouest, on est dans la lune, et je m'y plais fort sans savoir pourquoi. L'est à mes faveurs, j'avoue quant à moi, j'y connais l'amour, la gloire et la thune. Alors, Quand on est à l'ouest, on est dans la lune, et je m'y plais fort sans savoir pourquoi. L'est à mes faveurs, j'avoue quant à moi, j'y connais l'amour, la gloire et la thune. De son premier jour à la fin du mois, j'y prends mes quartiers plutôt 10 fois qu'une. Bien. on va voir. Quand on est à l'ouest, on est dans la lune, et je m'y plais fort sans savoir pourquoi. L'est à mes faveurs, j'avoue quant à moi, j'y connais l'amour, la gloire et la thune. De son premier jour à la fin du mois, j'y prends mes quartiers plutôt 10 fois qu'une. Si tu t'en lassais, viens donc par chez moi, partant dégagé, on y voit Neptune. Donc Hervé a posé cette question à Arnaud. Donc, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bon, ça c'est un proverbe très connu. Mais que regarde le poète? Et donc Arnaud, bah, il va nous répondre. Ben oui, Bah oui, elle va tenter. ouais. Alors, bon, c'est pas des alexandrins, mais il y a quand même des syllabes et des rimes. Pas mal. Que doit-on regarder? Puisqu'il faut en premier que nos regards se posent enfin sur quelque chose. Il faut faire ce choix, c'est la lune ou le doigt. Il faudrait commencer par regarder le sage qui pose la question avec l'air d'un gommeux, lequel est toujours prompt à dégainer l'adage, l'aphorisme brumeux ou le dicton vaseux, le proverbe à la noix ou la maxime à froid qui vient flinguer l'ambiance et troubler l'assistance. Serait-on assez con pour regarder le doigt si l'on montre la lune? Ou regarder la lune si c'est plutôt le doigt dont il faut s'occuper? Tout dépend du sujet. Si l'on parle des astres, des plans sur la comète ou des cosmogonies, de quelques zoroastres, ou si l'on parle doigt, allons-y. Et oh, t'as vu mon ongle? Tout dépend d'où l'on jongle. J'ai peur, j'ai trop. Car si la lune est belle et souvent admirée, si dans la poésie elle a droit de citer qu'elle a sa place à elle et son rond de serviette chez tous ces picassiettes qu'on appelle poètes,
il est d'autres sujets qu'on ne peut éclipser. Par exemple, pourquoi ne pas parler du doigt? Le doigt montre la lune, mais le doigt peut aussi montrer toute autre chose. Il prolonge la main du musicien virtuose, il peut tourner d'un coup la roue de la fortune, ou bien gratter de l'ongle un ticket du loto, et claquant l'autre doigt décrocher le gros lot. Le doigt a ses vertus que les lunes ignorent. Pauvres gongs trimballés par leur lampadophore, car que suspend la lune si ce n'est un gros doigt? Celui de Dieu peut-être, ou celui de ton choix. Doigt du grand architecte, ou de qui tu voudras, du gourou de ta secte. Mais enfin c'est un doigt auquel la lune pend, comme un saint sacrement. On peut, vous le voyez, briser la hiérarchie, cesser de voir cela toujours mieux que ceci, et regardant le doigt, voir plus loin que la lune. Quand on montre la lune, parfois, c'est pour qu'on voit le doigt. Et puis, réponse au sage pour qu'il mixe tout ça dans son douteux potage et le serve moins froid. Pourquoi montrer la lune? Et répond, Philistin, qu'a-t-elle donc besoin qu'on la montre à ce point? Regarde, c'est la lune. Où ça? Là-bas, du coup. Et tu l'avais pas vue? Elle est là, droit dessus. Et elle est là, tout au fond. Qu'est-ce que t'as dans les yeux? De la merde à la glu? Pourquoi montrer la lune alors qu'elle est toujours au même endroit? Là, dans le ciel, tout droit. Pas la peine de mettre un panneau ou un doigt. On avait bien compris. On l'avait repéré. La lune, elle était là. Personne n'en doutait. Pourquoi toujours montrer pour après ricaner? Eh, t'as regardé mon doigt. Et alors, j'ai pas droit? C'est interdit, monsieur, de regarder les doigts? Si vous êtes pudique, alors mettez un gant. Ou mettez-y un moufle, un truc, n'importe quoi, qu'on puisse, quand on veut, se les fourrer dedans. Alors dans ce cas-là, j'en conviens, évitons, parlons donc de la lune ou de Colin Tampon, mais si vous agitez votre doigt droit devant, comme un asticot blanc, comme on pêche à la mouche, là, juste sous mon nez, si près que mes yeux louchent, il ne faut pas s'étonner si dans la discussion, on parle moins de lune et plus de doigts, dis donc. D'autant que si la lune est seule au firmament, au bout de chaque main, nous avons 5 machins. Je dis machin, prétexte. Si je dis doigt, ça vexe. Bref, 5. Ça multiplie et ça complexifie. Car quel doigt regarder si l'autre tend la main? Si le majeur désigne la lune, en effet, peut-être que l'index pointe vers Cassiopée, et que le pouce, lui, darde sur Bételgeuse. Je laisse l'annulaire aux autres nébuleuses. Mais le temps est compté, et je dois résumer en quelques vers, piler mon propos tout entier. En fait, le doigt vaut bien la lune. Le tas de sable vaut la dune, l'entrefilet vaut bien la une, le poulpe au fond, c'est Neptune, le marigot, c'est la lagune, et puis chacun vaut bien chacune. Malgré tous mes efforts, l'obscurité grandit, et l'on n'a rien compris. La conclusion de ce poème en portefeuille, comme on le dit d'un lit, tombe fort opportune à la fin de ma feuille. Pour pas se mettre un doigt dans l'œil, autant le mettre dans sa lune. Alors, Arnaud, lui, a posé cette question assez redoutable à Hervé. La lune est-elle utile? Et là, c'est pareil. On va avoir une réponse. Oui, alors... Si? Ah oui, plusieurs. Allons là. Comme j'avais des petits problèmes de gorge, j'ai composé une pantomime. Ah,
Mais une pantomime parlée, parce que je suis respectueux de la règle aussi. Oui, quand même, c'est bien. Donc, Je te remercie. donc c'est une pantomime dans laquelle il y a quelques personnages que vous connaissez, Pierrot, Colombine, etc. Donc j'indique à chaque fois qui c'est qui parle. Ah oui. Ou qui ne parle pas, parce que c'est une pantomime. Mais rimé quand même, la pantomime. Oui. Et donc la scène se passe un soir très tard en ville sur un trottoir. Et un promeneur marche sur ce trottoir. Le promeneur. À quoi sert la lune au-dessus de nous? Je veux le savoir. Ce beau satellite scintille la nuit comme une pépite. C'est vrai que pour vivre, il nous faut des sous. Celui-là me semble assez gigantesque et je voudrais bien ce soir l'empocher. Je m'achèterais l'univers, ou presque, avec un outil pour le décrocher. Quelque chose comme une longue perche, une perche longue comme il se doit, et logiquement celle que je cherche, mesure à peu près la moitié d'un doigt, puisque de l'index on atteint la lune quand on le rapproche assez près de l'œil. C'est mathématique. Je suis sur le seuil de faire d'un coup toute ma fortune. J'ai dans un tiroir quelques hameçons. L'un d'entre eux, fixé sur une allumette, me fera Crésus tout à l'heure. Allons. Cette nuit de lune est un jour de fête. Et ce bon Pierrot, ce pauvre rêveur, depuis tout le temps qu'il contemple l'astre, n'ayant pas l'esprit d'un entrepreneur, n'a jamais pensé que c'est une piastre. Pierrot, à quoi sert la lune au-dessus d'un toit? À me souvenir peut-être d'un ange, à me rappeler d'une ancienne loi, à briller aussi sur les eaux du Gange, sur un bac à sable et sur un massif de rhododendrons. Cet orbe, opaline, est un médaillon sur un pendentif. Si je veux l'offrir, c'est à Colombine, qui le porterait autour de son cou, ou le monterait peut-être en diadème. Colombine. Il ne m'entend pas quand je fais coucou. À qui pense-t-il en cet instant même? Est-ce que la lune a tant d'intérêt? Ce n'est à la fin qu'un morceau de roche. Le promeneur. J'ai mon hameçon et je suis fin prêt. Attends voir un peu que je la décroche, cette lune d'or qu'on a mis là-haut. Ce sou vagabond qui n'est à personne. D'une main, sous lui, je tends mon chapeau, de l'autre je cueille, et mon heure sonne. Colombine, que cueillez-vous donc à cette heure-ci? Je vous vois en l'air tendre une casquette. Ne l'attendez plus et prenez ceci, je donne toujours à qui fait la quête. Le promeneur, je ne la fais point si ce n'est au ciel, et je l'aide un peu pour qu'il s'en détache, cette lune ronde et couleur de miel. Poussez-vous, je dois accomplir ma tâche. Colombine, si vous l'enlevez je ne sais comment, le ciel y perdra cette lune étrange, mais j'y gagnerai peut-être un amant. Le promeneur, je ne connais pas l'indice du change. Un lion qui passait par là. Crinière de feu, pattes de velours, je suis un lion, je viens des faubourgs. Doux comme l'agneau, gras comme le crime, je suis le lion de la pantomime. Je ne sais pourquoi tout le monde a peur lorsque j'apparais. J'ai plutôt bon cœur et bon appétit, signe de tendresse. Je ronronne fort quand on me caresse, on n'est pas moins lion quand on est félin. J'ouvre grand les yeux dans le patelin. Colombine,
je sens dans mon dos comme une présence. Pierrot, tiens, le ciel se couvre. Le promeneur, et mon sou s'éteint. Au moment crucial, ça n'est pas de chance. Colombine, je n'y vois plus rien. Qui va là? Le lion, j'ai faim. Pierrot, la nuit est obscure et j'entends qu'on feule pas très loin d'ici. Colombine, au secours, à moi. Le promeneur, je m'en vais, je suis veule. Pierrot, Colombine crie et j'entends rugir. Une chouette sur un toit qui observe la scène avec un certain détachement et ne peut s'empêcher de la commenter. Puisqu'on ne voit rien, il faut bien que quelqu'un explique les choses. Ouh, Pierrot d'un bond se met à courir. Il ne lui suffit que d'une enjambée et pourfend le lion sans avoir d'épée. Car en cas d'urgence, un cœur amoureux fait d'un doux rêveur un chevalier preux. Tout est résolu. Colombine est sauve. En raccommodant la robe du fauve, elle en tirera sans doute un bon prix. On est avisé de pousser des cris. C'est, en peu de mots, ce que je ulule. La lune est au fond peut-être un pendule. Elle reparaît. Mais sur le trottoir, tout a disparu. C'était un grand soir, et peut-être même un soir de première. Fera-t-on jamais toute la lumière sur ce qu'il advint, ce qui n'advint pas? Mais voici quelqu'un dont j'entends le pas. Il était parti, c'est un triste cire, il parle toujours, écoutons-le dire. Le promeneur. À quoi sert la lune au-dessus de nous? Je veux le savoir. Ce beau satellite scintille la nuit comme une pépite. C'est vrai que pour vivre, il nous faut des sous. Cratère. Sélène. Lunatique. Gibbeuse. Pleine. Donc vous allez chacun composer un poème rimé, bien sûr, donc, qui évoque un voyage vers la Lune. Donc on peut utiliser toutes les références littéraires cinématographiques que l'on veut, et les mots retenus constituent la base des rimes obligatoires. Ok. D'accord? Donc vous avez 5 mots. Caniveau, lunaire, blanche, complot et cratère. J'étais étendu, je faisais la planche. Au-dessus de moi, cette clarté blanche. Quand on boit du vin plutôt que de l'eau, on médite un soir dans un caniveau. J'ai voulu soudain m'élever de terre pour gagner la lune au profond cratère, mais tout est factice et tout est complot. Vous ne savez rien, improbable sot, qui me qualifiait d'alcoolo lunaire en me décrochant de mon lampadaire. Merci. Alors moi j'ai pris éclipse, atmosphère, cratère, croissant et blanche. Quand la nuit survient, parfois je m'éclipse. Je quitte la terre et son atmosphère pour l'astre discret où mon cœur se clipse. Mon but, c'est la lune et tous ses cratères, sa face grêlée et son fin croissant. Mon désir de fuir est toujours croissant. Je rêve de calme et de solitude, décoller enfin loin des multitudes. Sur la mer d'écume, alors je m'allonge. Le clair de la terre au loin est un songe. Je vogue en silence et je fais la planche.
l'âme saupoudrée de sa poudre blanche. Merci beaucoup. Donc sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, que la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient? Les chansons que je sais que je traduis pour toi. Les voici, les voici, les voilà. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici va souvent chacun pour chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subitement tout son cœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Ici va souvent chacun pour chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil l'attend. Papa dit qu'il a vu ça, lui. Philosophe, écoutez cette phrase et pour vous. Le bonheur est un astre volage qui s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là tout près de vous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à Morgane. Anne Julien. Merci à Morgane Dimowski. Ouais, merci à vous.